En ce qui concerne l'influence sur l'Iran, rien ne prouve que ce que nous faisons ait la moindre influence sur l'Iran à ce stade. Nous sommes vaincus, et quoi qu'ils fassent maintenant, cela ne changera rien. Les Iraniens l'ont très clairement fait savoir. C'est pour cela qu'ils ont dit qu'ils n'avaient aucune intention de négocier avec cette administration. Vous savez, ils attendront qu'il quitte ses fonctions, vraisemblablement en 2029. Je pense qu'il pourrait partir plus tôt. Mais cela dit, ils savent que nous ne sommes pas réellement gouvernés par Donald Trump, ni par la voix du peuple américain. Ces institutions et les gens qui les composent ont tous été achetés par les milliardaires juifs sionistes qui détiennent réellement le contrôle. Et cela ne sert à rien de leur parler. Autant essayer de parler à Netanyahou. Et je pense qu'ils savent que c'est une perte de temps. Examinons certains aspects économiques, parce qu'il y a un courant de pensée selon lequel certaines personnes ici, et nous entendrons certaines de ces voix plus tard dans l'émission, disent « Oui, l'Iran subit des difficultés économiques, nous aussi dans une certaine mesure, mais cela les frappera plus durement. » Mais il y a un facteur. Vous avez mentionné les engrais. Il y a un autre facteur, le carburant aviation, qui est en train de devenir un enjeu presque critique. J'ai vu des analystes, hier encore, dire qu'il resterait peut-être 3 ou 4 semaines pendant lesquelles l'activité économique actuelle pourrait être maintenue au niveau actuel. Et puis, ils vont devoir commencer à restreindre et à réduire ou augmenter drastiquement le prix du transport aérien. Et ça concerne tout, pas seulement les passagers, mais aussi le fret, etc. Ou alors, ils vont devoir commencer à supprimer des lignes parce qu'ils n'auront tout simplement pas assez de gaz ou de carburant aviation, quel qu'en soit le prix. Vous voyez, les compagnies aériennes américaines subissent aussi un choc financier. C'est quelque chose qui les touchera probablement avant la fin du mois. Et sans une ouverture complète du détroit, et cela veut dire des deux côtés, ça va poser problème. Comment allons-nous atténuer cela? Eh bien, franchement, je ne pense pas que nous le puissions, à moins de nous ressaisir et pour l'essentiel, de nous désengager de la guerre. J'ai écrit récemment qu'il est désormais important pour les États-Unis, comme pour pratiquement tous les pays du monde, de commencer à bâtir une souveraineté en matière de ressources. Cela veut dire que l'accès à la nourriture, au carburant, à l'alimentation animale, aux engrais, aux métaux précieux et aux minerais ne peut plus dépendre de goulets d'étranglement éloignés. L'époque où la marine américaine sécurisait les voies maritimes mondiales est révolue. Je veux dire, c'est là la défaite principale. Il affirme que la marine américaine fait un travail remarquable pour contrôler. Enfin, elle est positionnée à l'extérieur du détroit suffisamment loin pour que si elle est attaquée, elle ait une chance d'éviter d'être touchée. Que fait réellement la marine américaine, à part nuire à l'économie mondiale et à la nôtre? Elle ne nous aide certainement pas en matière de sécurité nationale. Donc, je pense qu'au final, ce qui se passera dans le Golfe, c'est que le monde non occidental, l'Iran et d'autres pays de la région, ainsi que d'autres pays dans le monde, régleront la situation dans le Golfe, pas nous. Et vous savez, vous parlez ici de souveraineté en matière de ressources. L'une des particularités de l'Iran, c'est qu'il est largement autosuffisant. Il dispose de ressources naturelles. Il a accès ici par la route maritime du Nord. Il a beaucoup de terres agricoles, etc., où il peut produire l'essentiel de sa propre nourriture. Il a de l'eau. Il a évidemment de l'énergie, des ressources pétrolières. Donc même si vous bloquez tout, même si d'une manière ou d'une autre, vous coupez toutes ces routes terrestres, ce que nous ne pouvons pas faire, nous n'avons même pas, de loin, les ressources pour tenter de le faire, encore moins pour y parvenir. Vous n'allez pas les étouffer, parce qu'ils disposent d'une forme de souveraineté des ressources que d'autres n'ont pas.
Et cela leur permet de faire des déclarations ou de formuler des exigences comme celles qu'ils avancent en ce moment. En gros, nous ne rouvrirons pas le détroit d'Ormuz tant que vous n'aurez pas corrigé votre comportement. Et ce qu'ils entendent par là, c'est « vous ne devez plus jamais menacer l'Iran. Vous devez mettre définitivement fin à la guerre contre ses alliés dans la région. Levez le blocus naval. Retirez vos forces de la région. Indemnisez entièrement l'Iran et libérez nos avoirs à l'étranger. » C'est tout ce qui figurait dans le protocole d'accord, mais exigé d'emblée. Alors qu'avant, je crois qu'il n'y avait que 3 choses principales que nous devions faire. Lever le blocus, lever les sanctions, puis fournir les fonds gelés, ce que nous n'avons pas fait. Mais tout le reste devait faire l'objet de négociations. Maintenant, ils disent que tout ce qui devait être négocié doit être réglé d'avance. Sinon, ils ne rouvriront pas le détroit d'Ormuz. Et la question est la suivante. Avec cette souveraineté sur les ressources, quel qu'en soit le degré, est-ce suffisant pour qu'ils puissent maintenir cette position, même avec le blocus, plus longtemps que nous? Eh bien, n'oubliez pas que l'Iran est une puissance continentale. Cela signifie qu'il reçoit un soutien et un approvisionnement de la Russie comme de la Chine. Nous sommes une puissance maritime. Quoi que nous fassions, cela doit parcourir 6000 milles, principalement par bateau et dans une moindre mesure par avion. Et les bases à partir desquelles nous opérons ne sont plus des bases situées à proximité immédiate de l'Iran. Cela veut dire que nous avons d'autant plus de distance à parcourir que d'habitude, que ce soit pour lancer des frappes, mener de la surveillance ou faire quoi que ce soit d'autre. Je pense qu'il y a 2 ou 3 autres choses que nous devrions mentionner. Vous savez, il y a un livre de Norman Davies sur la Seconde Guerre mondiale et il vaut vraiment la peine d'être lu. Et cela compare ce qui s'est passé pendant la guerre entre l'Allemagne, la Russie ou l'Union soviétique et nous-mêmes. Et quand on regarde cela, puis qu'on se projette dans le contexte actuel, on comprend une chose. L'Iran peut supporter beaucoup plus de dégâts. Leur niveau de vie n'est pas du tout aussi élevé que le nôtre. S'ils souffrent, cela ne se fera pas sentir aussi durement en Iran que cela se fera sentir ici aux États-Unis. L'autre élément, c'est que l'Iran est dans une guerre existentielle, tout comme l'était l'Union soviétique et l'Allemagne. Nous ne sommes pas dans un conflit existentiel. Nous n'avons même pas déclaré la guerre, ce qui n'est pas une considération mineure. Et il faut ajouter autre chose. Les Houthis, au sein d'Ansar Allah, ont désormais attaqué la navigation saoudienne en mer Rouge. Les Saoudiens ne retirent rien de Yanbu. Ils peuvent faire demi-tour et détruire Yanbu s'ils décident de le faire. Et depuis le sud du Yémen, ils peuvent aussi atteindre les infrastructures pétrolières. Donc je suppose que mon point de vue, d'un calcul purement stratégique, c'est que les Iraniens, pour reprendre les mots de Donald Trump, ont toutes les cartes en main dans. Nous, à ce stade, nous n'en avons aucune. Et pendant ce temps, le reste du monde, surtout au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Ouest, se recompose en temps réel. On a désormais ce nouvel alignement entre l'Arabie saoudite. Je ne veux pas dire une alliance, mais c'est clairement un alignement sécuritaire entre l'Arabie saoudite, la Turquie et le Pakistan. D'après ce que je comprends, les Égyptiens subissent maintenant de fortes pressions pour s'y joindre. Et je pense qu'il existe beaucoup d'éléments qui indiquent qu'ils pourraient très bien le faire. Cela signifie donc que les États arabes musulmans sunnites, les plus grands et les plus puissants, auxquels s'ajouteraient les Turcs et le Pakistan, seraient alignés contre Israël. Je veux dire, totalement, sans la moindre ambiguïté, alignés contre Israël et secondairement contre nous. Ce n'est pas une attaque directe contre nous, mais c'est la reconnaissance que nous avons démontré que nous ne pouvons protéger personne dans le Golfe. Et par conséquent, ils vont former une alliance conçue pour assurer eux-mêmes leur protection, sans notre aide. Je pense donc que ce nouveau pacte de défense entre la Turquie,
l'Arabie saoudite, le Pakistan et potentiellement l'Égypte, est conçu pour arrêter le grand Israël et nous remplacer dans le Golfe. Et vous savez, l'une de ces contraintes, vous avez parlé de souveraineté des ressources, c'est qu'on ne semble même pas l'avoir, parce que nos ressources dans le domaine militaire s'épuisent. Il y a eu hier un échange intéressant sur Fox News. Pas dans le sens que vous pourriez imaginer, même si certains de ces échanges arrivent. C'était avec Dan Hoffman, ancien chef de station de la CIA, qui intervient souvent sur les questions de sécurité nationale. Dans cet échange, il va utiliser beaucoup de mots-clés sur le fait que l'Iran est terrible, qu'il est très mauvais et tout le reste. Mais écoutez très attentivement, parce qu'il va reconnaître quelque chose. Il y a une grave pénurie dans nos ressources militaires et une absence de souveraineté à cause de notre base industrielle de défense d'il y a 10 ans. On pourrait en déduire que nous mettons les frappes militaires en pause, peut-être parce que certains de nos stocks sont épuisés. Ce que je tiens à souligner, fort de mon expérience au sein de la communauté du renseignement et de plusieurs années de déploiement à l'étranger, dans des zones de guerre avec l'armée américaine, c'est que ce n'est pas comme un robinet qu'on peut ouvrir. Si nous parlons de notre base industrielle de défense, c'est quelque chose que nous devons développer. Nous aurions dû le faire il y a 10 ans. Donc si l'administration Trump le fait maintenant, et si le secrétaire adjoint Steve Finberg prend la tête de cet effort, c'est une bonne chose car il a une expérience et une réussite extraordinaire dans le secteur privé. Ce sera bénéfique dans 3 ou 4 ans. Nous devons le faire. Et le Congrès doit être informé. Et je pense qu'il doit soutenir ce qui est un budget de défense astronomiquement élevé. Mais il semble que ce soit quelque chose que nous devons faire. Maintenant, il a aussi parlé de la dette que nous avons. Et j'en parlerai séparément parce que ça a un impact. Mais là, il reconnaît, et c'est quelque chose que vous avez toujours dit, y compris dans notre émission et dans vos livres, que l'armée, les forces armées avec lesquelles vous voulez partir en guerre, il vaut mieux avoir commencé à les préparer 10 ans auparavant, parce que c'est le temps qu'il faut pour prendre toutes ces choses en compte. Il dit que la seule base industrielle de défense est à 3 ans ou davantage d'avoir le moindre effet sur ce qui se passe aujourd'hui. Mais Doug, on vient de dire qu'il nous reste 3 ou 4 semaines pour prendre une décision, quelle qu'elle soit. Sinon, nous allons connaître de très graves difficultés financières. Eh bien, Hoffman et Feinberg font tous les deux passer Israël en premier. Donc ils vont trouver un prétexte pour faire tout ce qui est possible afin d'injecter davantage d'argent dans cette guerre contre l'Iran, et d'ailleurs dans tout conflit qui soit anti-russe, anti-iranien et pour l'essentiel anti-musulman, anti-islamique, disons-le ainsi, dans la région. En tant que pays, nous n'avons aucun intérêt à cela. Il n'y a aucune raison pour que nous soyons impliqués dans quoi que ce soit de ce genre. Alors mettons les choses au clair. Deuxièmement, oui, il nous dit maintenant des choses que nous disions déjà il y a très longtemps. Je ne sais pas combien de fois je l'ai écrit, et je l'écrivais parce que des amis du secteur, des amis chez Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman, JD, me disaient ces choses-là. Nous n'avons aucune capacité de monter en puissance. Aucune. C'est quelque chose que nous avons perdu il y a longtemps, et personne ne s'en souciait. Le plus gros problème que nous avons, c'est que tout le dispositif de force est conçu pour une guerre courte. Il est conçu, au fond, pour écraser des adversaires faibles, qui ont peu ou pas de défense aérienne et antimissiles, et certainement pas de capacité navale ou aérienne significative. Cette époque est révolue. Et ce que représente l'Iran, c'est un changement fondamental dans l'histoire des relations internationales. L'Iran est une ancienne grande puissance, sous la forme de la Perse. Il dispose désormais du capital humain,
ainsi que des connaissances scientifiques et industrielles pour fabriquer d'énormes quantités de missiles. Des missiles de frappe à longue et moyenne portée, des missiles balistiques tactiques, des systèmes sans pilote, peu importe lesquels. Dans le cadre de cette nouvelle technologie de surveillance spatiale, cela vous donne une surveillance permanente et des données de ciblage instantanées. C'est une révolution à laquelle nous n'étions absolument pas préparés. Nous aurions dû l'être, parce que vous, d'autres personnes et moi, avons parlé de ce qui a été fait sous Surovikin, lorsqu'il a mis en place la défense stratégique à la fin de 2022. Cela a infligé des dégâts si terribles aux Ukrainiens qu'il leur était impossible de concentrer des forces en nombre significatif. Et chaque fois qu'ils le faisaient, ils les perdaient. Nous n'y avons prêté aucune attention. Et dès le départ, nous avons supposé que l'Iran n'était pas ce qu'il est, que l'Iran était une puissance faible, qu'il était incapable de résister à la puissance de l'armée américaine. Vous savez, toutes ces sortes de conneries narcissiques d'autosatisfaction, tout cela s'est révélé insuffisant. Nous devrions nous désengager, nous devrions rentrer chez nous, nous concentrer sur ce qui compte ici, et étudier attentivement nos Granksonfer pour l'avenir. Parce qu'à l'heure actuelle, nous n'avons pas vraiment adopté une posture différente. Nous n'avons pas repensé la structure en profondeur. Nous n'avons soulevé aucune des questions essentielles. Vous savez, où combat-on? Comment combat-on? Comment y arrive-t-on? Avec qui? Et ainsi de suite. Toutes ces questions doivent désormais recevoir des réponses différentes à partir de maintenant. Et Feinberg ne le fera pas. Hoffman, certainement pas. Personne dans l'administration ne le fera. Ils sont tous focalisés sur une seule chose. Et c'est bien là le problème. Quand tout le monde dit « Pourquoi Donald Trump ne reconnaît-il pas simplement qu'il est inutile de continuer et n'y met-il pas fin ?» Eh bien, comment l'explique-t-il aux gens qui l'ont porté au pouvoir? Comment l'explique-t-il aux gens qui contrôlent la Chambre des représentants, le Sénat et la Maison-Blanche? Eh bien, il pourrait leur expliquer en disant que les contraintes physiques nous empêchent de faire ça sans, au fond, commettre un suicide national. On verra bien comment ça va se passer. Mais restons sur ce point. D'accord. Il n'existe aucune capacité de monter en puissance. Ils ont essayé et ça n'a fait que repousser un peu les choses progressivement. Mais Hoffman a ensuite dit, dans cette même interview, « Écoutez, même s'il y avait quelque chose au cours des 2 ou 3 prochaines années, ce serait déjà assez difficile, parce que nous avons déjà près de 40 000 milliards de dollars de dettes qui pèsent sur nous. Et on ne peut pas continuer à en ajouter sans que tôt ou tard, tout cela ne s'effondre sur nous. Ou pensez-vous qu'il a tort? Peut-on, littéralement, continuer indéfiniment à ajouter à la dette nationale? Non, on ne peut pas. Mais ce que les gens vont vous demander, et c'est là que Nassim Taleb, vous savez, parle du signe noir, de ce genre d'événement, c'est que nous avons en ce moment une piscine remplie de signes noirs. On ne sait pas quand ils vont tous prendre leur envol, mais ils sont tous prêts à s'envoler. Ce qui veut dire que vous pourriez avoir plusieurs types de bulles et d'effondrements dans le système financier, le système bancaire, les marchés des bons du trésor. On en a vu le début au Japon. Nous observons cette fragmentation mondiale lente et cet effondrement progressif du système financier occidental. Alors tout le monde dira, bon, mais quand est-ce que ça va vraiment casser? Quand est-ce que ça va vraiment frapper? Et tout le monde vous dira la même chose. Personne ne le sait vraiment. Mais je pense que la plupart d'entre nous, et, vous savez, je parle de gens en qui j'ai confiance, qu'il s'agisse de quelqu'un comme Ray Dalio, Luke Gromen, Jeffrey Gundlach ou Alasdair MacLeod. Enfin, on peut continuer la liste. Tous ces gens sont des analystes très brillants et réfléchis, et ils disent que ça arrive, et que ça arrive bientôt. Je pense que le président Trump
en est de plus en plus conscient. S'il ne l'était pas, il n'aurait jamais dit ce qu'il a dit à Paris. Je ne finirai pas comme Herbert Hoover. Je sais que l'économie mondiale pourrait sombrer dans une dépression. C'est pourquoi nous devons ouvrir le détroit. Bon, de toute évidence, il a compris. Il comprend. Donc nous revenons à la question cruciale dans pourquoi ne réagit-il pas de manière appropriée? Pourquoi est-il en substance en train de nous entraîner dans une guerre prolongée? Parce que des gens comme Hoffman, Feinberg et d'autres, à la Maison-Blanche et au Capitole, veulent un conflit qui s'éternise. Ils ne comprennent pas les conséquences pour nous, en tant que pays, sans même parler du reste du monde. Ils ne pensent qu'à leurs intérêts et à ceux d'Israël. Et leurs intérêts, comme ceux d'Israël, exigent une guerre prolongée. Mais nous ne pouvons pas faire ça. C'est là le fond du problème. Je me demande combien de temps il faudra avant que le président Trump s'en rende compte. Parce que vous et moi savons qu'il y a beaucoup d'éléments montrant qu'un grand nombre de militaires sont mécontents en ce moment. Ils ont dû vivre dans des conditions misérables en mer pendant des mois et des mois et des mois. À un certain moment, vous avez des révoltes, des mutineries, et je ne sais pas si cela arrivera, mais ce n'est pas impossible. Je veux dire, personne qui n'a pas passé du temps en mer ne peut vraiment comprendre à quel point la situation est mauvaise en ce moment dans l'océan Indien. Eh bien, vous savez, il faut quand même se poser la question. Beaucoup de ces gens qui disent vouloir ces conflits sans fin, soi-disant pour les intérêts d'Israël, ou peu importe, ce ne sont pas des idiots. Ils sont peut-être cupides, mais ils ne sont pas stupides, et ils devraient être capables de le voir. Je veux dire, même Dan Hopkins admet une partie de tout ça. Et c'était pourtant l'une des déclarations les plus modérées qu'il ait faites ces derniers mois. Mais ce n'est pas modéré, venant de quelqu'un comme, eh bien, Mike Pompeo. Le président disait, en milieu de semaine, que nous étions tout près d'un accord. Je pense que vous voyez bien que nous n'en sommes absolument pas proches. Les Iraniens ne sont pas encore disposés à céder, parce que ce ne sont pas des hommes d'affaires, mais des voyous terroristes qui veulent détruire Israël et les États-Unis d'Amérique. Le blocus devra donc se poursuivre, non pas pour faire pression sur le peuple iranien, mais sur le régime lui-même. Et je pense que c'est la voie que le président Trump a choisi de suivre. L'un des objectifs que poursuit, je le sais, le président Trump, c'est de ramener les prix de l'énergie à la normale et de rouvrir réellement le détroit. Eh bien, je suis d'accord avec le président. Nous contrôlons ceux qui entrent et ceux qui sortent. Aujourd'hui, ce n'est pas un passage commercial libre. On le voit bien au fait que les assureurs refusent d'assurer les navires qui traversent le détroit. Pour revenir à la situation que nous voulons retrouver, je pense qu'il faudra plus que de la pression économique. Je pense qu'il faudra aussi poursuivre davantage les efforts militaires. Et je pense que le président arrivera à la même conclusion. Donc, il dit toujours, manifestement, que la guerre, qu'il faut retourner à la guerre. Peut-être que je lui accorde trop de crédit. Vous pensez qu'il le croit vraiment? Oui, il suffirait de revenir à une solution militaire et ça forcerait l'Iran à s'ouvrir. Il croit ce que lui disent ses donateurs et il fera ce que ses donateurs veulent qu'il fasse. Sa situation est très similaire à celle du président Trump. Il est à leur solde. Il fait partie du groupe. Cet homme ne reculera devant aucune action, aussi stupide soit-elle, et encore moins ne se lèvera pour dire clairement que nous, Américains, n'avons aucun intérêt stratégique dans cette guerre. Nous ne voulons pas faire la guerre à pratiquement tout le monde dans la région. Nous ne voulons pas tuer des musulmans partout. Nous ne voulons tuer personne, nulle part, à ce stade. Il n'y a aucune raison pour que nous le fassions. Enfin, ce sont ces gens-là qui nous disent depuis des années que l'Iran est sur le point d'avoir des ogives nucléaires.
Bientôt, ils en mettront sur des missiles, et alors New York et Los Angeles seront menacés. Vous savez, ça me ramène aux années 60. Pourquoi Lyndon Baines Johnson n'a-t-il pas bombardé la Chine avec des armes nucléaires quand nous avons identifié qu'elle possédait des installations nucléaires? Qu'est-ce qui rendait la Chine différente de tous les autres, au point qu'il ne s'en préoccupait pas, forcément? Et pourquoi Richard Nixon a-t-il refusé de se joindre à Brejnev pour une frappe soviéto-américaine conjointe contre le développement nucléaire chinois? Je veux dire, pourquoi pas? Parce que c'est insensé. On ne déclenche pas des guerres à cause d'armes nucléaires, ni avec des armes nucléaires. On ne le fait pas. Vous savez, si vous le faites, cela mènera à une conflagration plus vaste. Eh bien, la seule chose que nous pouvons affirmer avec une certitude absolue, c'est que toutes les exigences formulées par Pompeo et tous ces gens, au nom de leurs mentors, de leur soutien et de leurs donateurs au sein du lobby israélien, si vous voulez l'appeler ainsi, ils ont répété toutes sortes de choses, qui étaient toutes des mensonges, toutes erronées, et qui n'avaient aucun sens. Ils ne vont pas y renoncer maintenant. Mais rien de tout cela n'a de sens pour nous. Ça n'en a jamais eu. Et nous n'avons pas besoin d'en faire partie. Je pense que c'est pour cela que les sondages donnent ces résultats. Je parlais l'autre jour avec un ami juif et il m'a dit « Vous ne pensez pas que ces sondages qui suggèrent que plus de 70% des Américains s'opposent à la guerre indiquent que l'antisémitisme est en hausse ?» J'ai dit que bon, je ne serais pas surpris si l'antisémitisme progresse en ce moment pour toute une série de raisons liées à ce gouvernement et à notre politique étrangère comme intérieure. Mais je ne pense pas que ce soit le sujet. Le vrai problème, c'est que les Américains ne voient aucune raison à cela. Ils n'y croient pas. Et quand ils en subiront les conséquences financières et économiques au cours des prochains mois, Washington va le payer très cher. Il sera vraiment très intéressant de voir comment les gens vont quitter ce Titanic en train de couler, dont le président Trump s'est malheureusement fait le capitaine. Parce que c'est bien à bord de ça qu'il se trouve. C'est pour ça que j'ai dit qu'il écrivait le livre « L'art de la défaite ». C'est tragique, c'est inutile, je pense qu'il le sait, mais il ne peut pas s'en sortir. En fait, nous n'avons pas de sponsor, et il y a une raison à ça. Nous ne voulons pas avoir à vous assommer avec une avalanche de publicité. Cliquez sur le bouton « J'aime » et bien sûr, partagez ceci avec quelqu'un que vous aimez.